Bonsoir à toutes et à tous. Avant de laisser la parole aux autres, je voudrais juste dédier cette séance à la mémoire de Pierre Chenivès, qui était psychiatre et membre de l'évolution psychiatrique, qui était trésorier de l'association, qui était président du prix de l'évolution psychiatrique, donc qui est décédé la semaine dernière. Et qui était quelqu'un de très engagé dans l'association de l'évolution psychiatrique et qui était très intéressé aussi par l'histoire de sa discipline depuis très longtemps. Il avait écrit plusieurs articles sur cette thématique et donc il animait ce prix de l'évolution psychiatrique qui était dédié à un ouvrage d'histoire et donc on est tous très touchés par sa disparition. Ce soir, nous accueillons Mathieu Frère-Jean. Je vais laisser Yann Cross présenter. Merci Clément. Bien sûr, on s'associe tous, je pense, aux pensées de Clément concernant Pierre Chenivès. Alors ce soir, on est très heureux d'accueillir un philosophe, après avoir accueilli le mois dernier un historien, c'était Anatole Lebras. Donc ce soir un philosophe, Mathieu Frère-Jean, qui est maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans un laboratoire qui regroupe beaucoup de personnes. Et c'est un institut des sciences juridiques et philosophiques, si j'ai bien lu. Et on va parler ce soir donc, de l'histoire des hallucinations. Il nous propose une histoire des hallucinations. Et c'est aussi l'occasion de la sortie de son livre, que je présente ici, un livre très important, je pense, et d'ailleurs un beau livre, l'objet compte aussi. Et donc ça sera une petite partie de cet ouvrage qui est la thèse de Mathieu Frère-Jean, qui a été publiée cette année, début de 2025, chez ITAC, collection philosophie, anthropologie, psychologie, qu'on connaît bien, notamment à travers les ouvrages de Pierre-André Castel notamment, il y a beaucoup d'autres ouvrages. Cet ouvrage s'intitule « Halluciner », il a pour sous-titre « Histoire et philosophie de la perception sans objet ». C'est parti d'ailleurs du titre de la présentation que tu nous proposes ce soir, Mathieu, donc une histoire des hallucinations, de la perception sans objet, à la parole, alors sans sujet au départ, et puis je pense que ça s'est un peu transformé, la parole involontaire, et tu me disais tout à l'heure que ça traduisait une avancée ou un approfondissement du côté de tes travaux. Alors je dirais juste quelques mots d'introduction rapidement, qui est lié au livre aussi de Mathieu Frère-Jean. Donc on va entendre un point de vue philosophique, mais c'est tout autant un point de vue, je crois, d'historien. Il y a deux grandes parties d'ailleurs dans le livre, c'est vraiment scandé comme ça. Une première partie, histoire des hallucinations, et une seconde partie, philosophie des hallucinations. Mais on voit bien que ça s'entrecroise toujours, histoire et philosophie, tu marches toujours sur ces deux pieds-là. On retrouve bien sûr des analyses conceptuelles dans la partie d'histoire, historique, et puis l'histoire est toujours présente bien sûr dans la partie philosophique. Ce que je trouve sans doute remarquable dans ce travail, et je pense qu'on l'entendra ce soir, c'est de toujours donner à entendre les cliniciens. On est dans le texte, vraiment directement. On va entendre bien sûr Esquirol en premier lieu, et puis peut-être déjà certains de ses élèves. Mais voilà, le livre est truffé de citations, de morceaux choisis de ces textes classiques, ce qu'on peut appeler nous les classiques de la psychiatrie. Là, je dirais pas plus, parce que je pense que ça va être l'objet de l'intervention ce soir. Donc, on se donne 1 heure d'intervention, et puis ensuite on laissera la place à la discussion. Merci beaucoup Mathieu d'être là, et d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça. Peut-être c'est la première fois que tu viens à Sainte-Anne. Bienvenue à l'hôpital Sainte-Anne, centre hospitalier Sainte-Anne. On voit encore ça sur le fronton, on dit maintenant GHU
Paris Psychiatrie et Neurosciences. Et donc bienvenue dans cet amphithéâtre Morel et un pavillon Magnan. Magnan, c'est un auteur que, bien sûr, sur lequel tu t'appuies beaucoup dans ton étude. Voilà, merci encore d'être là. Merci à toi, merci beaucoup Yann pour cette présentation et pour cette invitation. Merci aussi à Clément Fromentin de m'avoir invité à participer à votre séminaire. Alors je vais juste me décaler. C'est bon. C'est bon? Ouais. Merci. Donc, mon objet dans cette présentation sera à la fois de montrer comment la médecine aliéniste française a forgé au début du XIXe siècle un concept moderne d'hallucination qui, à certains égards, est toujours notre concept d'hallucination, mais aussi de montrer en retour comment ce concept d'hallucination a joué un rôle central dans la construction de la médecine aliéniste qui était encore à ses débuts. Alors j'ai choisi pour ce faire deux moments clés de cette histoire des débuts de l'hallucination. Un premier moment correspond au milieu des années 1870 où le médecin aliéniste Jean-Étienne Esquirol va introduire une définition de l'hallucination comme étant à la fois une sensation, on le verra, l'halluciné est quelqu'un qui voit, entend, sent quelque chose, mais une sensation qui a lieu en l'absence de toute excitation des organes des sens. Donc cette première définition qui a lieu au milieu des années 1810, on va le voir, n'est pas simplement la première description d'un symptôme qui aurait été jusque-là négligé par la tradition médicale, c'est l'introduction au sein de la médecine aliéniste d'une nouvelle manière d'observer, d'expliquer et de traiter la folie. À cet égard, on le verra, la naissance de l'hallucination accompagne la naissance de la médecine aliéniste. C'était ce point que j'ai surtout développé dans le livre, parce que je me suis intéressé véritablement à la manière dont l'hallucination naît à cette époque. Et j'insisterai aussi sur le fait que cette définition de l'hallucination, résume parfois par l'expression de perception sans objet, est traversée par une contradiction, ou au moins par une tension, qui va entraîner des débats au sein de la communauté aliéniste, débats qui vont mener à un tournant dans les années 1840. Alors c'est une période que j'ai aussi traitée dans le livre, mais que j'ai davantage développée ici, et que je suis encore en train d'approfondir et de découvrir, comme le faisait remarquer Yann. On le verra, ce qui se joue à cette époque, notamment autour d'un élève d'Esquirol, à savoir le médecin aliéniste Jules Baillarger, c'est une nouvelle conception de l'hallucination, dont le noyau ne va plus être la question de la sensation, mais la question de la volonté, ou en d'autres termes, on le verra, la question de l'automatisme. Et ici encore, ce n'est pas seulement l'hallucination seule qui est en jeu. Comme cela a été remarqué par exemple par Michel Foucault dans Les Anormaux, ce qui se jouerait autour de cette question de l'automatisme dans les années 1840, ce serait rien de moins que la fin de l'aliénisme, présenté Esquirol comme le dernier des aliénistes, et le début de la psychiatrie, puisqu'il présente Baillarger comme le premier des psychiatres. Donc ici encore, il s'agira de voir comment les mutations de l'hallucination accompagnent les mutations de la médecine aliéniste. Avant de commencer, je préciserai juste que par manque de temps, je me concentrerai sur un corpus assez limité, à savoir les écrits de Jean-Étienne Esquirol dans les années 1810 et ceux de Jules Baillarger dans les années 1840, et principalement les écrits qui se rapportent à l'hallucination. Donc je laisserai de côté tout un ensemble de contributions cruciales, mais aussi par exemple la manière dont l'hallucination a été le point de départ de débats qui débordent la médecine aliéniste, des débats médico-légaux, historiques, littéraires, qui sont essentiels pour cette période, mais qui malheureusement me prendraient trop de temps à exposer. Donc, pour commencer, je vais me pencher sur l'introduction de l'hallucination, notamment par Jean-Étienne Esquirol, dans la médecine aliéniste du milieu des années 1810. Donc, dans l'histoire de la psychiatrie, il est assez courant d'attribuer à Esquirol la paternité de l'hallucination, et notamment de sa définition comme une perception sans objet. Alors, en réalité, cette formule, perception sans objet, ne se trouve pas, à ma connaissance, dans les écrits d'Esquirol. Elle commence à circuler dans les années 1830, notamment chez ses élèves, mais elle a cet avantage qu'elle permet de désigner ce qu'il y a de paradoxal dans notre définition de l'hallucination au début du XIXe siècle. Il s'agit en effet de dire que l'hallucination est à la fois ce qui implique l'expérience d'une sensation,
Le sujet halluciné voit, sent, entend quelque chose, mais en l'absence de toute excitation des sens par un objet extérieur. De sorte qu'on le verra, l'halluciné est quelqu'un qui voit mais sans ses yeux, qui entend sans ses oreilles, qui sent mais sans nécessairement toucher avec ses mains, et ainsi de suite. C'est une définition qui aujourd'hui est généralement admise. Et souvent, on l'utilise sans qu'elle nous apparaisse paradoxale, que ce soit en psychiatrie ou d'ailleurs en philosophie. Ce que j'aimerais mettre en lumière dans ce premier moment, c'est justement pourquoi, d'une part, au début du XIXe siècle, elle n'a rien de naturel. C'est au contraire une définition qui apparaît d'emblée comme contradictoire, comme faite de tension. Et ensuite, pourquoi Esquirol va assumer cette contradiction. Pourquoi, malgré les contradictions évidentes de sa définition, que vont lui reprocher la plupart de ses contemporains, il va essayer de la maintenir, en tant qu'elle accompagne, on va le voir, une certaine transformation de la médecine helléniste. Alors, avant d'en venir à cette fameuse définition, il est nécessaire de faire quelques pas en arrière et de dire quelques mots sur la place qu'occupait l'hallucination avant l'hellénisme, au XVIIIe siècle notamment. Le mot même d'hallucination, il faut le préciser, n'a pas été inventé par les hellénistes, n'a pas été inventé par Esquirol. De fait, on ne le trouve pas dans le langage ordinaire au XVIIe et XVIIIe siècle. Vous ne trouvez pas dans le langage ordinaire le mot d'hallucination, mais vous le trouvez déjà dans le lexique médical, au moins depuis le XVIe siècle. Cependant, du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe siècle, le mot hallucination est employé par les médecins pour désigner une maladie des organes des sens. C'est le cas par exemple de ce qu'on appelle à l'époque la berlue. La berlue est une maladie de l'œil où le malade va voir des taches noires, ce qu'on appelle des mouches volantes. Et à la fin du XVIIIe siècle, on continue à l'expliquer par une goutte de sang qui serait glissée dans la cornée ou par des débris qui flotteraient dans l'humeur vitreuse de l'œil. Un autre exemple classique d'hallucination, toujours en ce sens-là, c'est le tintouin, ce qu'on appellera au XIXe siècle un acouphène. Le tintouin, c'est le fait d'entendre un sifflement, un bourdonnement, un grondement dans l'oreille, qui, ici encore, est expliqué par exemple, la circulation du sang à proximité du crâne ou de l'oreille elle-même. Donc l'hallucination, dans le vocabulaire des médecins, est une maladie des organes des sens, de l'œil, de l'oreille, mais aussi du nez, des intestins, et ainsi de suite, qui en tant que telle est tout à fait étrangère au délire, à la folie, à tout ce qui pourrait relever des maladies de l'esprit ou des maladies de la raison. Ce que les aliénistes vont nommer hallucination, au début du XIXe siècle, n'a évidemment que peu de choses à voir avec la berlue ou le tintouin. On le verra, ils parlent d'aliénés qui ont des visions, qui entendent des voix, et non qui voient des mouches volantes ou entendent des sifflements. Si on lit d'ailleurs Pinel ou Esquirol, ils le disent eux-mêmes, ce qu'ils appellent un halluciné, c'est ce qu'à leur époque encore on appelle un visionnaire. Et il y a ce terme de visionnaire qui revient de manière récurrente dans les écrits des premiers aliénistes et qui disparaîtra par la suite. Qu'est-ce qu'on entend au juste par visionnaire avant la naissance de l'aliénisme? C'est un terme qui ne doit pas nous induire en erreur. Aujourd'hui, le terme de visionnaire a pris un sens amélioratif. Il est synonyme de génie. Le visionnaire, c'est celui qui voit ce que les autres ne voient pas, ne voient pas encore. Le visionnaire, au XVIIIe siècle, n'a rien à voir avec ce sens. Être un visionnaire, c'est avant tout être un fou. Et c'est très clair dans la littérature, aussi bien médicale que ce qui relève du roman ou du théâtre. Le visionnaire, c'est le fou. C'est quelque chose qu'ont mis en évidence notamment le philosophe Marcel Gauchet et la psychiatre Gladys Swain dans la pratique de l'esprit humain. Le visionnaire, comme il le montre, est un exemple paradigmatique des représentations de la folie à l'âge classique, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pour résumer assez rapidement ce que montrent Gauchet et Swain dans leurs livres, leur idée étant qu'avant l'aliénisme, avant notamment Esquirol, le propre de la folie est son opacité. La folie est opaque au sens où elle est d'abord synonyme à cette époque de déraison. Le fou est celui dont les paroles et les gestes sont vides de sens, dont on ne peut pas comprendre le sens. C'est une opacité qui est également physiologique. La folie, comme la raison, disent Gauchet et Swain, est une maladie qui aurait pour siège le cerveau, dont les altérations à cette époque échappent tout à fait à l'observation.
Cette opacité à la fois de l'esprit et du corps du fou conduit, toujours selon Gaucher et Swain, à faire de son incurabilité une évidence. On ne peut pas raisonner les fous, puisqu'ils ont perdu la raison, et on ne peut pas non plus guérir un organe tel que le cerveau, dont les altérations sont souvent jugées irréversibles. Or, cette opacité est, selon Gaucher et Swain, exemplifiée par le visionnaire. Le visionnaire, c'est celui qui se replie hors du monde, dans une imagination qui est tout à fait étrangère aux autres, qui est séparée de la raison et des autres. Si cette analyse de Gaucher et Swain, qui par ailleurs présente certaines limites, m'intéresse ici, c'est dans la mesure où elle éclaire un point qui me semble important, à savoir qu'au XVIIIe siècle, la question de savoir si le visionnaire a des sensations ne se pose pas. Quand on parle des visions du visionnaire au XVIIIe siècle, on va parler de chimères, d'idées extravagantes, de folie, d'apparitions, mais on ne trouve pas l'idée qu'il pourrait s'agir de sensations. C'est lié à cette idée d'une opacité de la folie. C'est pas tellement qu'on ne possède pas les modèles ou les théories pour penser des sensations sans objet, mais plutôt qu'on ne va pas croire ce que nous dit un visionnaire à cette époque. Quelqu'un qui nous dit voir ou entendre et qui est visionnaire n'est pas quelqu'un dont la parole est fiable, puisque la parole est l'expression de sa nature déraisonnable. Alors, après ces quelques mots, pour faire un panorama très général de ce qui se joue avant l'arrivée de l'aliénisme, on peut comprendre ce qui va se jouer lorsque, au début du XIXe siècle, va être introduite une nouvelle définition de l'hallucination. Un moment pivot à cet égard est le 31 mars 1817, date à laquelle Jean-Étienne Escurol va soutenir son mémoire sur les hallucinations devant les membres de l'Académie des sciences de Paris. De fait, le mot hallucination commence déjà à circuler dans le langage des aliénistes, au moins depuis 1814, mais c'est en 1817 que Escurol va en proposer une première définition qui va avoir une influence déterminante sur le reste du siècle, notamment chez les médecins aliénistes. Je cite une des définitions qu'il donne de l'hallucination. Un homme en délire qui a la conviction intime d'une sensation actuellement perçue, alors que nul objet extérieur propre à exciter cette sensation n'est à portée de ses sens, est dans un état d'hallucination. C'est un visionnaire. Cette définition, comme on va le voir, est traversée par une tension, voire une contradiction entre le début et la fin. Dans la première partie de la définition, on va le voir, Escurol insiste sur le fait qu'il y a une sensation actuellement perçue, ce qui correspond à l'hallucination comme perception. Puis dans la seconde partie de la définition, il va essayer de mettre en évidence que dans l'hallucination, il n'y a aucun objet extérieur, elle est sans objet. Et ces deux aspects de la définition sont tout à fait en conflit l'un avec l'autre. Je vais d'abord m'intéresser donc à la première partie de la définition. Cette idée suivant laquelle avoir une hallucination, c'est avoir une sensation. C'est avoir, comme le dit Escurol, la conviction intime d'une sensation actuellement perçue. Avant d'en venir à cette question de la sensorialité de l'hallucination, il faut situer cette première partie de la définition dans la démarche globale d'Escurol. Ce que soutient en fait Escurol, et ce qui est propre à ses écrits, et ce avant son mémoire, dès les années 1800, c'est, en simplifiant, que délirer n'est pas synonyme de déraisonner. On l'a vu, le propre de la folie à l'âge classique, c'est la déraison. Le propre, en un sens, des écrits d'Escurol, c'est de considérer que le délire n'implique pas la déraison. C'est un point qu'il défend dès sa thèse de 1805 sur les passions, intitulée « Des passions considérées comme cause, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale », à travers cette remarque souvent citée et commentée. Ils, donc ici ils étant les aliénés, raisonnent tous, plus ou moins. Ils ne nous paraissent délirants que par la difficulté où nous sommes de connaître l'idée première à laquelle se rattachent toutes leurs pensées, tous les raisonnements. S'il était facile de se mettre en harmonie avec cette idée mère, nul doute qu'on guérirait un plus grand nombre d'aliénés. Ce qu'il soutient ainsi dans sa thèse de 1805, c'est qu'à l'origine du délire peut se trouver une idée première à partir de laquelle l'aliéné raisonne au lieu de déraisonner. Cette idée première, en 1805, ce sont les passions. Je
prendre un seul exemple, un exemple d'Escurol lui-même. Il remarque qu'un aliéné qui mettrait le feu à sa chambre dans laquelle il est enfermé contre son gré, eh bien cet acte, on pourrait tenter de le décrire comme, il nous le dit lui-même, une détermination automatique ou une pulsion irrésistible. On serait tenté d'y voir comme un acte de folie et encore de déraison. Mais, suggère alors Escurol, est-ce qu'on ne pourrait pas voir ce même acte comme finalement l'expression d'un désir ou d'une colère qui serait certes excessif, mais qui pourrait être considéré comme tout à fait sensé chez quelqu'un qui, après tout, est enfermé contre sa volonté. On le voit ici, il s'agit de montrer que le délire n'est pas synonyme de déraison. Le délire est ici l'expression d'une passion. La raison de l'aliéné, en revanche, n'est pas altérée, n'est pas elle-même affectée. Cette nature raisonnable du délire est également la promesse de sa guérison, ce qui apparaît à la fin de l'extrait. Si la raison de l'aliéné est seulement, en quelque sorte, influencée par ses passions, sans être véritablement elle-même affectée, alors il est possible de sortir l'aliéné de son délire, bien en calmant ses passions, en le guérissant de son désir, de sa colère, ou même en essayant de le raisonner, en s'adressant à sa raison elle-même. Une dernière remarque sur cette thèse sur les passions. En faisant des passions l'origine de la folie, Escurol essaye aussi d'en préciser le siège. Or, justement, au début du XIXe siècle, le siège des passions n'est pas dans le cerveau, mais dans l'épigastre, quelque chose dont je vais reparler par la suite, qui est la partie supérieure de l'estomac, et qui, à cette époque, placer la passion dans l'épigastre correspond à l'observation et à l'expérience personnelle. La colère, la tristesse sont des passions qu'on éprouve dans l'épigastre et non dans la tête. C'est une cartographie du corps qui, aujourd'hui, nous est plus ou moins étrangère. Comme le montraient des historiens comme par exemple Georges Vigarello, à la fin du XIXe siècle, les passions vont, en devenant des sentiments, vont être élevées dans le psychisme aux côtés des pensées, psychisme qui va lui-même se trouver dans le cerveau. Mais en ce début du XIXe siècle, il est tout à fait naturel, en tout cas ça n'a rien d'étrange, de placer les passions plutôt dans l'épigastre. Les aliénistes, comme Escurol, non seulement partagent cet imaginaire du corps, mais vont même l'approfondir, puisqu'ils y voient une possibilité de guérir la folie. En déplaçant la folie du cerveau dans l'épigastre, on met fin aussi au dogme suivant laquelle la folie, étant une maladie du cerveau, ne peut être guérie. Donc, la thèse de 1805 permet toute cette série de déplacements qui font de la folie quelque chose qui ne relève plus de la déraison et qui font du délire une simple apparence. Or, justement, et on revient à l'hallucination, à partir du milieu des années 1810, Escurol va trouver une nouvelle idée première du délire, qui n'est plus la passion, mais qui est l'hallucination. Et ce qui va être le point de départ du délire, désormais, c'est la sensation. Le choix même de ce terme de sensation, chez Escurol, n'a rien de fortuit. Quand il parle de sensation à cette époque, la plupart des lecteurs le reconnaissent d'emblée, il se réfère à une philosophie que, justement, à partir des années 1810, on commence à décrire comme sensualiste, et qui trouve ses origines chez un philosophe du XVIIIe siècle, Étienne Bonneau de Condillac. C'est une philosophie qui est familière à Escurol. Escurol aurait, j'y reviendrai, suivi les leçons du philosophe Pierre Laromiguière à la faculté des lettres entre 1811 et 1814, donc juste avant d'écrire ses premiers textes sur l'hallucination. Et les premières leçons de Laromiguière sont une introduction à la philosophie de Condillac, à cette philosophie sensualiste. Or, ce qui est propre à cette philosophie sensualiste, c'est, en simplifiant, de faire de la sensation l'origine de toutes les facultés de l'esprit. C'est de la sensation que naît l'attention, c'est de l'attention que va naître la mémoire, c'est de la mémoire que naît l'imagination, et ainsi de suite. Escurol ne va pas reprendre Condillac mot à mot. C'est rarement le cas. Les aliénistes empruntent des idées aux philosophes, mais souvent en les remaniant à leur manière. Ce que va retenir Escurol de Condillac, c'est cette idée que la sensation est le point de départ
de nos jugements et de certains de nos raisonnements. Et il va faire donc jouer à l'hallucination, et à l'hallucination comme sensation, ce rôle d'idée première. Ce geste-là, il apparaît dès 1814 dans un article d'Esquirol, publié dans la Gazette de Santé, qui s'appelle « Penchant au suicide par suite d'hallucinations de Louis ». Il s'agit d'une observation de cas, d'un seul cas, d'un malade âgé de 43 ans, qui entend des voix, qui parviennent à le convaincre, après quelques mois de lutte, qu'il est victime d'un complot, ce qui va le faire délirer et qui va l'amener auprès d'Esquirol. Quand, en mars 1815, le même patient va lire dans le journal que la royauté est rétablie, que la restauration a eu lieu, les voix vont continuer à lui dire que les journaux sont falsifiés, qu'il s'agit toujours du même complot qui se trame contre lui. Esquirol va considérer que ce patient peut être guéri par le traitement moral, c'est-à-dire qu'il peut être raisonné. Et pour le raisonner, Esquirol le conduit au Jardin des Plantes et lui montre les drapeaux blancs sur les édifices, les cocardes blanches sur les militaires français, les signes de la royauté sur les murs. En fait, vous voyez bien que les voix vous mentent et vous voyez bien que la restauration a eu lieu. Son patient alors lui prend la main et s'exclame « Je suis guéri ». Et il ne délire plus, c'est le succès du traitement moral. Et c'est de cette manière que se clôt l'article d'Esquirol. Qu'est-ce que fait ici précisément Esquirol? Il va raisonner son patient par un jeu des sensations. Il combat ce que le patient entend, il combat les voix, parce qu'il peut voir de ses propres yeux. Et ce qui est présupposé de cette manière, c'est que le patient est capable de comparer ces sensations entre elles, qu'il n'est pas déraisonnable, qu'il n'est pas en train de délirer, mais qu'il est simplement en train de croire ce qu'il entend, plutôt que ce qu'il voit. En d'autres termes, l'halluciné est quelqu'un qui est trompé par ses sensations, mais qui n'a pas perdu la raison. C'est quelque chose qui apparaît de manière particulièrement claire à travers la fin de son traitement moral, puisque le patient va cesser de délirer, mais va continuer à entendre ses voix. Je lis la fin de l'article. Quelquefois encore, il entend les voix, mais il en parle comme d'un symptôme de maladie qu'il peut apprécier. Il en raisonne comme ferait un médecin, et désire surtout d'en être délivré, dans la crainte que cette persistance n'indique qu'il n'est pas tout à fait guéri. Durant tout le cours de cette maladie, qui a duré 18 mois, le malade n'a jamais déraisonné, quel que fût le sujet qu'on l'offrit à son attention. Comme on le voit, la moralité de cette observation clinique est que si le malade est capable, après le traitement, de raisonner sur ses hallucinations, comme le ferait un médecin, cela montre qu'il n'a jamais déraisonné, y compris lorsqu'il délirait. On pense, en d'autres termes, le délire comme ayant pour origine une hallucination, et l'hallucination comme une simple sensation, qui n'implique pas la déraison. De cette manière-là, l'hallucination est à la fois ce qui va permettre d'expliquer le délire, mais aussi d'ouvrir la voie à sa guérison, puisque le délire n'est qu'un effet contingent en fait, de l'hallucination. Donc on peut se dire en ce sens que l'hallucination est l'idée première du délire, comme c'était le cas avant des passions. Et ce n'est pas seulement une nouvelle idée première en plus, l'hallucination ne vient pas seulement s'ajouter aux passions, elle pousse la logique d'Esquirol encore plus loin. Ce que permettait la passion, c'était en quelque sorte d'excuser le délire par les excès. Maintenant, l'hallucination permet de le justifier entièrement. Il ne s'agit pas de dire que la sensation a quelque chose d'excessif. Ici, l'halluciné est quelqu'un qui croit ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il sent, comme le ferait l'homme ordinaire, qui a tout à fait raison de se fier à ses sens. Donc on le voit, ce qui fait l'originalité de la définition de l'hallucination par Esquirol, c'est la défense de sa nature sensorielle. Ce faisant, l'aliéniste va ouvrir une voie dans laquelle va s'engager plusieurs de ses élèves, comme par exemple François Leray, qui y voit une promesse clinique et thérapeutique. Maintenant, ce qu'il importe de remarquer, c'est que cette compréhension de l'hallucination entre en conflit dès le départ avec la suite de la définition. Je reviens sur la définition en question. Un homme en délire qui a la conviction intime d'une sensation actuellement perçue, alors que nul objet extérieur propre à exciter cette sensation n'est à portée de ses sens,
et dans un état d'hallucination, c'est un visionnaire. Comme on le voit, Escurol ne nous dit pas simplement que l'hallucination est une fausse sensation, mais une sensation qui a lieu en l'absence d'un objet extérieur. Cette absence de l'objet, elle a généralement été comprise par la suite, à la fin du XIXe siècle, comme soulignant l'écart qui sépare l'halluciné de la réalité. C'est ainsi qu'on comprend généralement, par exemple 2 siècles plus tard, la différence qu'on fait toujours aujourd'hui entre illusion et hallucination. On va vous dire qu'une illusion est une fausse perception, voir une tour ronde alors qu'en réalité elle est carrée, et qu'une hallucination serait une perception sans objet, voir une tour là où il n'y a rien. C'est d'ailleurs, mais je n'irai pas plus loin dans cette direction, c'est cette absence d'objet réel qui, par la suite, va retenir l'attention des philosophes, qui voient dans l'hallucination une grande question métaphysique. Comment savoir si ce que nous percevons est la réalité, comment savoir si la réalité ne pourrait pas être une grande hallucination. Mais si on regarde les écrits d'Escurol de plus près, des années 1810 jusqu'aux années 1830, on s'aperçoit que ce qui est en jeu, ce n'est pas l'absence de l'objet, ce ne sont pas des grandes questions métaphysiques, c'est un problème qui est physiologique, voire anatomique. C'est la question du siège de l'hallucination. C'est quelque chose qui a été assez tôt oublié dans l'histoire de la psychiatrie. Comme on l'a vu, à la fin du XVIIIe siècle, ce que les médecins, jusqu'au début du XIXe, appellent une hallucination, c'est une maladie dont le siège se trouve dans les organes des sens, dans les yeux, dans les oreilles, dans l'intestin, et ainsi de suite. De ce fait, quand Escurol utilise le mot hallucination, eh bien, il entre en conflit avec le lexique médical de l'époque et risque d'être compris comme signifiant par là une maladie des organes des sens. C'est pour cette raison que, afin de rompre avec les médecins, afin de montrer qu'il parle bien de visions d'aliénés et non des mouches volantes qui apparaissent dans l'œil malade, il va défendre que les hallucinations n'ont pas pour origine les organes des sens, qu'elles n'ont rien à voir avec l'excitation des organes des sens. Donc lorsque Escurol nous parle de l'absence de l'objet, il ne s'agit pas tant de montrer qu'aucun objet excite les sens, que de montrer que les sens eux-mêmes ne jouent aucun rôle dans la production de l'hallucination. Il va employer des arguments qui relèvent à la fois de l'observation clinique, Escurol rapporte de nombreux cas d'aliénés aveugles qui ont des visions, d'aliénés sourds qui entendent des voix, et il a aussi recours à l'anatomie pathologique. Il cite notamment le cas d'une patiente aveugle qui a des hallucinations visuelles et qui, après sa mort, au moment de l'ouverture du corps, se trouve avoir les nerfs optiques atrophiés. Ce qui va être, pour Escurol, la preuve incontestable que les organes des sens ne sont pas à l'origine de l'hallucination. Il s'agit donc d'écarter les organes des sens afin d'écarter aussi la tradition médicale. Mais évidemment, une fois qu'on a écarté les organes des sens, la question se pose de savoir où se trouve le siège de l'hallucination. Comme le dit Escurol lui-même dans le mémoire de 1817, je le cite, « Le siège des hallucinations n'étant pas dans les extrémités de l'organe sensitif, il doit être dans le centre de la sensibilité, c'est-à-dire le cerveau. » Cette conclusion, je le souligne, est purement négative. Elle ne repose sur aucune observation anatomique du cerveau. D'ailleurs, Escurol, à cette époque, n'admet pas que l'on puisse, par l'anatomie pathologique, observer quoi que ce soit sur le siège des maladies mentales dans le cerveau. Il s'agit seulement de remarquer que l'hallucination ne venant pas des sens, elle doit venir du cerveau. Et c'est cette différence entre les organes des sens et le cerveau qui va l'amener plus tard, dans les années 1830, à introduire une différence sémiologique qui connaîtra une longue postérité, puisqu'on la retrouve encore dans tous les manuels et dans tous les dictionnaires, entre illusion et hallucination. Je le cite dans son manuscrit de 1832 sur les illusions. Ces auteurs, donc ici les auteurs ce sont les médecins du XVIIIe siècle notamment, n'ont point suffisamment apprécié la différence essentielle qui existe entre ces deux ordres de phénomènes. Dans les hallucinations, tout se passe dans le cerveau. Les visionnaires, les extatiques sont des hallucinés. Ce sont des rêveurs tout éveillés. L'activité du cerveau est si énergique que le visionnaire ou l'halluciné donne un corps et de l'actualité aux images que la mémoire reproduit sans l'intervention des sens. Dans les illusions, au contraire, la sensibilité des extrémités nerveuses est excitée. Les sens sont actifs, les impressions actuelles sollicitent la réaction du cerveau.
Donc comme on le voit de manière claire, la fameuse différence entre hallucination et illusion, au départ, elle est anatomique. L'hallucination se passe dans le cerveau, les illusions se passent dans les organes des sens. C'est la question du siège qui est posée ici, plutôt que la question de la fausseté ou de la relation à la réalité. Mais, et on arrive au conflit qui est interne à la définition d'Escurol, en déplaçant l'hallucination des sens vers le cerveau, eh bien, Escurol va se heurter aux représentations qui sont celles de son époque et de la médecine aliéniste. En effet, soutenir que l'on puisse éprouver une sensation sans les organes des sens n'a rien d'une évidence au début du XIXe siècle pour un médecin aliéniste. Je l'ai déjà mentionné, c'est à la fin du XIXe siècle que va se développer un imaginaire du cerveau comme étant capable de produire par lui-même des sensations. Mais au début du XIXe siècle, le cerveau est le siège de l'intellect, mais on l'a vu, ce n'est pas le siège des passions, et ce n'est pas davantage le siège des sensations. C'est pourquoi d'ailleurs, la plupart des médecins de l'époque, et y compris les élèves d'Escurol, ne vont pas du tout admettre ce déplacement dans le cerveau. Et n'hésiteront pas à soutenir que si l'hallucination implique une sensation, alors son siège doit se trouver dans les organes des sens. Mais ce qui est surtout frappant, c'est que Escurol lui-même s'éloigne de sa théorie sensualiste de l'hallucination dès qu'il est amené à mentionner son origine cérébrale. Si on regarde cet extrait, cela apparaît de manière très claire. Les hallucinés sont comparés à des visionnaires, à des rêveurs tout éveillés. C'est un portrait tout à fait différent de l'halluciné raisonnable qu'on a vu dans l'article de 1814. Et l'hallucination elle-même n'est plus définie comme une sensation, le mot même de sensation n'apparaît plus, mais comme ce qui donne un corps et de l'actualité aux images que la mémoire reproduit. Ce déplacement, il va être corroboré par d'autres passages où Escurol va s'éloigner de la philosophie sensualiste de Condillac et se rapprocher de la philosophie spiritualiste de Pierre Laromiguère. Laromiguère, je l'avais déjà mentionné, est un philosophe dont Escurol suit les leçons, qui a commencé par enseigner la doctrine de Condillac, mais qui ensuite a réfuté son sensualisme. En simplifiant la philosophie de Laromiguère, son idée est de montrer que si nos idées viennent des sensations, il y a aussi une activité innée et spontanée de l'âme qui se caractérise par l'attention, par la faculté de l'attention, qui est une manière de diriger volontairement notre âme sur une sensation plutôt que sur une autre. Comme le dit souvent Laromiguère, on voit avec les yeux, mais on regarde avec l'attention. Et l'attention est cette capacité de diriger notre regard par cette puissance et cette activité de l'âme. Ce qui fait de lui un spiritualiste, puisque face à la sensation et au caractère corporel de la sensation, il oppose l'activité spirituelle de l'âme et de l'attention. Alors cette philosophie spiritualiste, on la retrouve parfois chez Escurol, qui dès 1816 soutient qu'il a découvert par le biais de la médecine aliéniste ce que Laromiguère avait découvert par le biais de la philosophie. Et dans le mémoire de 1817, on trouve un court passage où Escurol propose également d'expliquer la formation des hallucinations par une pathologie de l'attention. Je cite l'extrait en question, non, c'était celui-là. L'homme le plus raisonnable, s'il veut s'observer soigneusement, trouve souvent dans son esprit les images, les idées les plus extravagantes, et associées de la manière la plus bizarre. Les occupations ordinaires de la vie, une forte application de l'esprit, distrait de ces idées, de ces images. Mais celui qui est en délire, celui qui rêve, ne pouvant commander son attention, ne peut la diriger, ni la détourner sur d'autres objets. Il reste livré à des hallucinations. Ce qu'on remarque d'emblée dans cet extrait, c'est que ici encore, le langage de la sensation a complètement disparu et est remplacé par le langage de l'image. Ce qui est de fait ici à l'origine de l'hallucination, ce n'est plus tellement une sensation qu'une attention malade, une attention morbide, qui n'est plus capable de se tourner vers le monde extérieur et qui reste fixée sur le défilé désordonné des images intérieures. C'est un lieu commun de la philosophie, qui consiste à dire que l'excès de contemplation intérieure, l'excès de l'examen de soi,
finit par nous séparer du monde et à nous faire croire que nos propres images et idées sont plus réelles que le monde lui-même. Mais ce lieu commun, transporté dans la médecine aliéniste, conduit alors à une représentation de l'hallucination qui relève plutôt de l'image ou même de l'idée et non plus de la sensation. Vous remarquerez par ailleurs que ces images et ces idées sont extravagantes et associées de la manière la plus bizarre. Ce qui est une manière aussi d'opérer un autre déplacement. On l'avait vu hein, avec le précédent malade d'Esquirol, au départ il y a une sensation, et de la sensation naît le délire. Ici c'est désormais le contraire. Au départ, il y a le délire, c'est-à-dire des images, des idées qui s'associent de manière extravagante et bizarre. Et du délire va naître l'hallucination. On retrouve de cette manière-là, à l'horizon en tout cas, l'ancienne figure du visionnaire. On mesure du coup le conflit qui traverse la définition que propose Esquirol de l'hallucination comme perception sans objet. Lorsqu'il s'agit de soutenir qu'elle est une perception, donc que son noyau est la sensation, il ouvre la voie vers une médecine aliéniste basée sur une image de l'halluciné comme n'étant pas délirant, comme étant raisonnable, comme étant ouvert au traitement moral, dans laquelle va s'engager toute une partie de ses élèves. Mais lorsqu'il assiste sur l'absence de l'objet, il est amené à insister sur le fait que l'hallucination a pour siège le cerveau, et donc qu'elle n'est pas tant une sensation qu'une image, et une image elle-même emportée par une attention morbide. Et on se rapproche, on s'éloigne de l'halluciné raisonnable, on se rapproche du rêve et du visionnaire. C'est de cette tension que vont hériter les aliénistes des générations suivantes. On présente souvent Esquirol comme celui qui a posé le cadre, comme celui qui a permis à l'histoire de la psychiatrie d'avoir une définition claire de l'hallucination. En réalité, ce dont la psychiatrie a hérité, c'est d'une définition contradictoire avec laquelle ces élèves vont essayer de se dépêtrer comme ils peuvent. Avant de me tourner maintenant vers donc, le virage qui a lieu dans les années 1840, juste quelques mots sur cet espace que je ne vais pas couvrir, des années 1820-1830, ce qui se passe à ce moment-là. Je pense qu'il importe de souligner que sans ces élèves, la définition que propose Esquirol de l'hallucination serait sans doute restée lettre morte. Mais il se trouve qu'en 1817, la même année où il présente son mémoire sur les hallucinations, il ouvre un cours privé à la Salpêtrière, un cours qui va continuer jusqu'en 1825, et où il va former toute une nouvelle génération d'aliénistes. Ces leçons et le cercle d'élèves qui va se former autour de lui vont contribuer à diffuser l'hallucination. D'abord dans le langage aliéniste, puis après à travers le langage aliéniste dans la littérature, puis enfin dans le langage ordinaire. Et ces élèves, tout en défendant l'héritage d'Esquirol, l'héritage de leur maître, se trouvent confrontés en même temps à une tension qui traverse cette définition. De là va naître un débat entre, on va dire, le camp qui s'engouffre dans la tradition ouverte par le sensualisme d'Esquirol et ceux qui, au contraire, s'inscrivent plutôt dans la tradition spiritualiste liée à ce rôle joué à l'attention dans la formation de l'hallucination. Un tournant décisif dans ces débats va être l'année 1844, année durant laquelle, du coup, on arrive à ce deuxième moment, année durant laquelle l'Académie royale des sciences met au concours le sujet des hallucinations, des causes qui les produisent et des maladies qu'elles caractérisent. Alors c'est justement un élève d'Esquirol, le médecin aliéniste Jules Baillarger, qui va remporter le concours avec un mémoire qui reste célèbre, aujourd'hui encore, à la fois pour son apport à la sémiologie des hallucinations, et au-delà, pour sa nouvelle étiologie, on va voir des maladies mentales. Or, ce que constate Baillarger dès le début de son mémoire, c'est que dans les années 40, le problème de l'hallucination est désormais caractérisé par la division entre deux camps. Le camp de ce qu'il va appeler à un moment la théorie physiologique, où l'hallucination est une sensation dont l'origine se trouve dans les organes des sens et qui se traite par des moyens physiques, et le camp de la théorie psychique, pour laquelle l'hallucination est une erreur de l'imagination, dont l'origine ne se trouve pas dans les sens et qui peut se traiter par des moyens moraux. C'est le traitement moral.
On le voit, on n'a plus tout à fait la même configuration qu'Esquirol, hein, mais plutôt un partage de la définition d'Esquirol en deux théories opposées. La solution de Baillarger, à première vue en tout cas, va être de donner raison à un camp comme à l'autre. Théorie physiologique et théorie psychique, nous dit Baillarger, seraient également vraies, mais elles ont pour défaut commun de ne pas suffisamment distinguer ce qu'elles mettent sous ce terme d'hallucination. Les débats seraient en réalité des débats purement verbaux, faute de bien distinguer deux types d'hallucinations. Et la thèse centrale du mémoire de Baillarger en 1944, c'est justement qu'il y a deux types d'hallucinations. Je cite cette différence. Je crois qu'il y a lieu d'admettre deux sortes d'hallucinations. Les unes complètes, composées de deux éléments, et qui sont le résultat de la double action de l'imagination et des organes des sens, ce sont les hallucinations psychosensorielles. Les autres, dues seulement à l'exercice involontaire de la mémoire et de l'imagination, sont tout à fait étrangères aux organes des sens. Elles manquent de l'élément sensoriel, et sont par cela même incomplètes. Ce sont les hallucinations psychiques. Alors, il y aurait des choses à dire sur les hallucinations psychosensorielles, que je n'ai pas le temps de dire aujourd'hui, donc je laisse de côté pour me centrer sur ce qui est en fait vraiment le cœur du mémoire de Baillarger, ces fameuses hallucinations psychiques. Elles sont la véritable nouveauté de son mémoire, dans la mesure où il nous dit qu'il y a des hallucinations auxquelles manque l'élément sensoriel, une affirmation qui contredit frontalement la définition orthodoxe, esquirolienne de l'hallucination. Une hallucination sans sensation, c'est, semble-t-il, une aberration. Alors, à quoi pense Baillarger lorsqu'il parle d'hallucination psychique? Ce qu'il faut remarquer, c'est, pour commencer, que les hallucinations sensorielles ou psychosensorielles couvrent toutes les modalités sensorielles. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. On les retrouve dans toutes les modalités. Les hallucinations psychiques, observe Baillarger, je le cite, paraissent se rapporter presque exclusivement au sens de l'ouïe. Et pour cause, si vous lisez le mémoire de Baillarger, toutes les observations cliniques d'hallucinations psychiques sont des observations de personnes qui disent entendre des voix. C'est en ce sens qu'elles se rapportent toutes aux hallucinations de l'ouïe. Mais d'ailleurs, comme le remarque Baillarger, ce ne sont pas même des hallucinations de l'ouïe. Lorsque les patients disent, et pas seulement, on verra, les aliénés disent entendre des voix, il ne faudrait pas croire qu'ils entendent quelque chose, qu'il s'agit d'une hallucination de l'ouïe, car il suffit la plupart du temps d'interroger davantage les aliénés pour qu'ils avouent, nous dit Baillarger, qu'en réalité, ils n'entendent pas au sens sensoriel du mot et que les voix ne s'accompagnent d'aucun bruit. Je cite un passage typique de cette observation de Baillarger. Les malades sains d'esprit qui éprouvent ce phénomène ne disent pas qu'ils entendent parler, mais qu'il leur semble entendre parler. Il y a dans leur tête une sorte de conversation tout intérieure. Les aliénés eux-mêmes apprécient d'ailleurs quelquefois les faits de la même manière. Ils prétendent qu'ils peuvent converser d'âme à âme avec des interlocuteurs invisibles, qu'ils entendent la pensée, le langage de la pensée, etc. etc. Comme on le voit, donc, ces hallucinations psychiques, qui n'ont rien d'une sensation, correspondent en fait à un cas tout à fait particulier, celui de la conversation intérieure. Ce sont presque à chaque fois des conversations intérieures. Et cette conversation silencieuse, qui est une conversation de la pensée, n'est pas d'ailleurs propre aux aliénés, qu'ils soient sains d'esprit ou délirants. Baillarger va l'observer au-delà des limites de la médecine aliéniste. Il observe chez les mystiques la présence de ces conversations silencieuses, notamment chez Saint Jean de la Croix. Il l'observe chez lui-même, il l'observe dans ses propres rêves, où il se souvient des conversations silencieuses qu'il a au moment du rêve. Il l'observe aussi sur lui-même lorsqu'il prend du hashish, une pratique à laquelle il a été initié par son collègue Jacques-Joseph Moreau de Tours, où il remarque aussi que les voix qu'il entend, enfin que sa propre parole devient un dialogue qui n'a rien de sonore. Mais à chaque fois, ce que l'on retrouve, c'est donc une conversation et des pensées qui prennent la forme de paroles mentales. L'hallucination psychique, c'est avant tout ça, c'est une parole mentale. Alors justement, cela va permettre à Baillarger de complètement déplacer le problème de l'hallucination. Qu'on puisse parler d'une hallucination qui ne fait pas de bruit, d'une voix silencieuse, est contraire, on l'a vu, à la définition même que donnait Esquirol de l'hallucination. Et c'est un point qui sera d'ailleurs souligné par les collègues de Baillarger, qui ne comprennent pas toujours cette définition de l'hallucination psychique.
C'est le cas par exemple de Claude Michéa, qui participe au même concours, mais qui est deuxième, ce qui implique aussi peut-être une certaine rivalité avec Baillarger. Et Michéa remarque que ce groupe, ces voix silencieuses, ne devraient pas être appelées hallucinations psychiques, mais fausses hallucinations, puisqu'il n'y a pas de sensation. Ce qu'en réalité Michéa ne comprend pas, c'est que l'hallucination psychique est bien une hallucination chez Baillarger, parce qu'elle va même devenir le modèle de l'hallucination. Ce qui est en train de se jouer, en réalité, dans ce mémoire de 1844, c'est une nouvelle théorie de l'hallucination, et à travers elle, même une nouvelle théorie de la maladie mentale. On l'a vu, le problème pour Esquirol, c'était de nous expliquer comment il pouvait y avoir une sensation en l'absence de toute excitation des organes des sens. Ici, avec Baillarger, la sensation n'est plus ce qui est à expliquer, puisqu'elle est absente. Le nouveau problème va être de savoir comment la parole intérieure peut devenir une conversation avec des interlocuteurs invisibles, comme ils le disent ici. Autrement dit, comment ma parole intérieure peut devenir la parole d'un autre. L'hallucination psychique, justement, avec Baillarger, va devenir la voie royale vers ce qui est pour lui le mécanisme de toute maladie mentale, ce qu'il appelle en 1844 l'exercice involontaire de la mémoire et de l'imagination, et qu'il renommera à partir de 1845 l'automatisme de l'intelligence. Si l'enjeu, si ce qui se passe à cette époque n'apparaît pas évidemment toujours à ses collègues, il se révèle rétrospectivement à l'historien. Je l'ai déjà mentionné plus tôt, Foucault, dans son cours sur les anormaux, voit l'émergence de l'automatisme de l'intelligence comme marquant la fin d'une époque dont Esquirol était le principal représentant, avec cette idée chez Foucault que l'on passe d'une médecine aliéniste qui pensait la folie de manière dichotomique, en termes de vérité ou de fausseté, ce qui est discutable, mais bon. Et on passerait donc à une psychiatrie qui pense désormais la folie comme une maladie mentale, comme un continuum s'inscrivant du volontaire vers l'involontaire. Je vais y revenir. De fait, la thèse de Foucault est en fait discutable sur bien des points, mais elle pointe néanmoins de manière intéressante le fait qu'il y a une transformation profonde qui a lieu à cette époque-là. Et ce que Foucault ne repère pas, mais que j'aimerais développer ici, c'est que l'hallucination est le levier principal de cette transformation. Alors, pour bien comprendre, qu'est-ce que c'est au juste que cet automatisme de l'intelligence? Pour comprendre comment Baillarger construit cette théorie de l'automatisme, il faut remarquer d'abord qu'il s'inscrit dans la continuité philosophique d'Esquirol. On l'a vu, Esquirol s'inspirait de Pierre Laromiguière pour faire de l'attention le point de départ de toutes les maladies mentales. Baillarger va s'inspirer d'un élève de Laromiguière, à savoir Théodore Jouffroy, pour faire de la volonté le point de départ de toutes les maladies mentales. Il s'appuie notamment sur un article de 1928 sur les facultés de l'âme de Théodore Jouffroy, dont il cite des longs extraits dans sa théorie de l'automatisme. Je vais essayer, pour bien faire comprendre l'usage qu'en fait Baillarger, d'expliquer en quelques mots la philosophie de la volonté de Théodore Jouffroy. Dans son article de 1828, Jouffroy soutient que toute chose, un homme, un animal, une chose inerte, possède des capacités. L'homme possède la capacité de penser, la plante possède la capacité de croître, le feu possède la capacité de brûler, et ainsi de suite. Mais, remarque Jouffroy, il y a une différence essentielle entre une personne et une chose, entre une faculté et une capacité. Ce qui est propre à l'homme, selon Jouffroy, c'est en effet d'avoir une volonté, ce qu'il appelle aussi un pouvoir personnel, qui lui permet de gouverner ses capacités et d'en faire des facultés. Un exemple de Jouffroy très simple est que notre corps a la capacité du mouvement, de mouvoir ses jambes et ses bras, mais seule notre âme, par sa volonté, a la capacité de faire de ce mouvement un mouvement volontaire, qui est la marche. Le mouvement est une capacité, la marche, marcher, est une faculté. Or, et c'est là le point important, parce que c'est ça qu'on va retrouver chez Baillarger, si le mouvement, par exemple, est une capacité, eh bien, certaines capacités qu'on serait tenté de décrire comme des facultés,
à savoir l'imagination, la mémoire, l'entendement, sont aussi chez Jouffroy de simples capacités, des capacités intellectuelles. Ce qui signifie que notre imagination peut ou bien être soumise à notre volonté et être une faculté comme la marche, mais elle peut aussi, lorsque la volonté se retire, rechuter au statut de simple mécanisme involontaire. C'est notamment, selon le philosophe, ce qui se passe dans certains états de distraction, et notamment dans le sommeil. Dans le sommeil, la volonté s'absente, et l'imagination et la mémoire cessent d'être des facultés pour devenir de simples mécanismes. Je cite un passage de Jouffroy, un passage, je précise, que Baillarger reprend intégralement dans son écrit sur la théorie de l'automatisme. Il en est de même de nos capacités intellectuelles. À chaque instant, nous nous en servons, mais à chaque instant aussi, les rênes nous échappent. Et alors, nous sentons notre mémoire, notre imagination, notre entendement se mettre en campagne sans notre congé, courir à droite et à gauche comme des écoliers en récréation, et nous rapporter des idées, des images, des souvenirs, trouvés sans notre secours, et que nous n'avions pas demandé. L'homme s'est retiré, et notre nature vit comme une chose. Tout ce qui se passe en nous est fatal. Nous sommes retombés sous la loi de la nécessité, qui se joue de nous comme elle se joue de l'arbre et des nuages. C'est par cet extrait que Baillarger commence son écrit sur la théorie de l'automatisme de l'intelligence. Ce qu'en effet l'aliéniste va retenir du philosophe, c'est qu'il est possible de penser notre imagination, notre mémoire, comme quelque chose qui, en l'absence de la volonté, devient un mécanisme involontaire et qui est même étranger à l'homme, étranger à son âme. C'est un emprunt qui est connu, cet emprunt à la philosophie spiritualiste par Baillarger, mais qui a souvent été mal compris dans l'histoire de la psychiatrie. On a souvent été tenté de conclure que Baillarger, en empruntant une philosophie spiritualiste à Jouffroy, proposerait en quelque sorte une psychogénèse de l'hallucination psychique, comme s'il expliquait l'hallucination psychique par l'imagination et la mémoire plutôt que par le corps. Ce que, en réalité, Baillarger retient de la philosophie de Jouffroy de manière plus compliquée, c'est plutôt une représentation de l'imagination comme ce qui, laissé à soi-même, séparé de la volonté, devient une chose et n'a donc rien de spirituel. C'est un point qui apparaît clairement lorsque, en 1867, bien des années plus tard, le médecin Jules Fournet va demander à Baillarger justement de clarifier ce point en lui posant une question qu'on pose rarement en fait à des psychiatres ou à des médecins aliénistes à cette époque, qui est de savoir si l'âme est de nature spirituelle ou matérielle. Puisque c'est une question qui de fait en fait ne les concerne pas directement. Ce à quoi Baillarger répond de la manière suivante. « Je crois à une âme, m'a dit M. Baillarger, c'est-à-dire à ce quelque chose de nature différente et supérieure au corps, que nous appelons le moi, la personnalité, qui fait la dignité de l'homme ici-bas, et sur qui doit s'exercer un jour la justice de Dieu. Elle commande à mes organes assemblés autour d'elle, comme un maître à ses écoliers assemblés autour de lui dans sa classe. Si les écoliers et les organes sont ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire sains, la classe et la vie sont dans leur normal. Les écoliers sont-ils en état d'ivresse? Les organes sont-ils malades à un titre quelconque? La classe et la vie tombent dans le non-sens et l'incohérence, jusqu'à cette forme et à ce degré que nous appelons la folie. Mais la folie vient des écoliers, des organes, et jamais du maître, jamais de l'âme. L'âme est inaltérable, inaccessible à la maladie, absolument étrangère par conséquent à cet état morbide que nous appelons la folie, bien qu'elle puisse pécher dans le sens moral et religieux. J'accepte pour formule, dit Baillarger, que la folie est toujours extérieure à l'âme, et par conséquent qu'elle est de source et de nature organique, comme toutes les autres maladies de la pathologie ordinaire. Comme on le voit, c'est toute la difficulté de cette époque, parce que c'est un problème qu'on retrouve chez d'autres que Baillarger. La théorie de l'automatisme de l'intelligence n'est pas une théorie psychologique de la folie, dans la mesure où Baillarger ne saurait être plus clair. La folie est extérieure à l'âme, elle est de source et de nature organique. Mais ce n'est pas davantage une théorie physiologique de la folie, puisque ici ce n'est pas le corps qui est la cause immédiate de l'automatisme, comme ça peut être le cas dans une hallucination sensorielle, où c'est bien une excitation pathologique des organes des sens qui est à l'origine de l'hallucination. La folie est, pourrait-on dire ici, le résultat de l'absence de volonté, de l'absence donc de l'âme, de sorte qu'elle est expliquée par ce que l'on pourrait appeler une sorte de pathologie de la psychologie,
mais qui est tout à fait différente de ce que l'on va appeler psychopathologie à la fin du XIXe siècle, puisqu'il ne s'agit pas ici d'un psychisme morbide, mais d'une pathologie qui se traduit par la disparition, en quelque sorte, du psychisme. Alors, je reviens, et je terminerai par là, à la question des hallucinations psychiques. Et donc j'espère que vous me suivrez jusqu'à ce dernier moment, pas seulement à cause de l'heure, mais vous verrez à cause de l'étrangeté de cette question de l'hallucination psychique, sur laquelle donc, je travaille encore maintenant et que j'éprouve encore quelques difficultés à pleinement comprendre. On l'a vu, l'hallucination psychique est ce qui ouvre la voie vers l'automatisme de l'intelligence. Mais de quelle manière exactement? On commencera par remarquer que quand Baillarger utilise l'adjectif psychique, cela peut prêter à confusion. L'hallucination est certes psychique, mais elle n'en reste pas moins, comme toute forme de folie, de source et de nature organique. L'hallucination psychique a en fait son siège dans le corps de l'aliéné. Cependant, chez Baillarger, si ce siège n'est pas les organes des sens, puisqu'on l'a vu dans l'hallucination psychique, l'oreille ne joue aucun rôle, ce n'est pas davantage, comme le défendait Escurol, dans le cerveau que se trouve l'hallucination psychique. Baillarger remarque en effet, d'une part, que l'anatomie pathologique reste silencieuse sur ce point, que l'on ne peut pas, en étudiant le cerveau, trouver le siège des hallucinations. Et d'autre part, il considère que les aliénés qui disent entendre des voix dans leur tête ne rapportent en réalité qu'un effet de leur imagination, qui n'a rien à voir avec le siège anatomique des voix. Donc on ne peut pas se fier à ce type de témoignage. En revanche, et de manière tout à fait curieuse, Baillarger prend très au sérieux les aliénés qui disent entendre ou sentir des voix dans le pharynx, dans la poitrine, et surtout dans l'épigastre. Ces témoignages, soutient l'aliéniste, ne sont pas des effets de l'imagination des aliénés, notamment parce qu'on les retrouve chez d'autres personnes que les aliénés. En fait, Baillarger remarque que sa propre parole intérieure se situe au niveau de son pharynx. Donc je cite ici Baillarger, observant sa propre parole mentale. Donc ici, il n'a pas pris de hashish, donc ce n'est pas une hallucination psychique, il est juste en train de s'écouter se parler à lui-même. Quand nous prononçons mentalement des paroles, ce n'est pas à l'intérieur du crâne, mais bien au pharynx qu'elles semblent être prononcées. Nous faisons alors involontairement une sorte d'effort, comme celui qui a lieu lorsqu'on parle à haute voix. Si l'effort est plus grand, ce n'est plus du pharynx, mais de la poitrine, et même du ventre, que les paroles paraissent sortir. Il y a dans ce cas comme un commencement de ventriloquie, sans émission de son, ou avec un son si faible qu'il n'est perçu que par le malade. Alors, c'est une observation qui peut nous paraître étrange aujourd'hui pour plusieurs raisons. Il y a ce que dit ici Baillarger, en fait, sur un point au moins, est tout à fait courant à son époque. On le retrouve dans la philologie, dans la médecine, dans la philosophie de son époque, à savoir le fait que la parole intérieure n'est rien d'autre qu'un effort musculaire qui a lieu au niveau du larynx, mais qui ne va pas jusqu'à l'émission d'un son. Des philosophes comme Mendelbiran observent sur eux-mêmes effectivement que lorsqu'ils se parlent intérieurement à eux-mêmes, la bouche ne prononce pas de son, mais il y a bien un effort musculaire qui est fait à ce niveau-là. Donc de ce point de vue-là, la différence entre une parole extérieure et une parole intérieure, ce n'est pas la différence entre le physique et le mental, mais simplement la différence entre une parole qui articule des sons et une parole purement musculaire. Ce qui fait ici toutefois l'originalité, à mon sens, du témoignage de Baillarger, c'est une autre distinction entre la parole volontaire, où le son sort par la bouche, et la parole involontaire, où le son va sortir par le ventre, c'est-à-dire sous la forme d'une ventriloquie. Alors, la distinction est très claire chez Baillarger. Je ne suis pas, quant à moi, très clair sur la raison pour laquelle il établit ce qui lui permet d'établir ces distinctions, est-ce qu'il a des sources physiologiques qui vont dans cette direction? Une hypothèse est que ce mouvement du haut vers le bas, de la bouche vers l'estomac, fait écho, après tout, à cette chute de l'âme dans la matière qui est propre, on l'a vu, à cette philosophie spiritualiste qui inspire Baillarger. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui permet à Baillarger d'expliquer l'hallucination psychique. Qu'est-ce qu'une hallucination psychique? C'est à la fois une parole intérieure, où le son est trop faible, et une parole où il y a un commencement de ventriloquie, une descente vers le bas, car c'est une parole aussi qui est involontaire. L'hallucination psychique, ce n'est rien d'autre que cela, une parole intérieure et involontaire, un commencement de ventriloquie.
Cette définition peut paraître contre-intuitive dans la mesure où l'hallucination psychique est ici ce qu'il y a de plus organique, hein, c'est quelque chose qui a lieu dans le ventre. Mais sur ce point, Baillarger est on ne peut plus clair, je le cite, « Ces fausses perceptions épigastriques paraissent toutes appartenir, sans exception, aux hallucinations purement psychiques. » Or, cette conception de l'hallucination psychique comme un commencement de ventriloquie va transformer en profondeur la manière dont on se représente l'hallucination et l'halluciné au milieu du XIXe siècle et dans les siècles suivants. C'est ce que montre cette observation clinique d'une hallucination psychique qui sera non seulement souvent discutée à l'époque de Baillarger, mais qui sera souvent reprise et discutée à la fin du XIXe siècle autour d'un autre débat qui aura lieu autour de Jules Segla, mais je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Donc, il s'agit d'une patiente de Baillarger. Le délire est principalement caractérisé par des hallucinations de l'ouïe. La malade croit avoir autour d'elle, derrière son cou, dans sa gorge, dans sa poitrine, des personnes qui ne cessent de lui parler. Souvent, si l'on se tient près de son lit et qu'on ne fixe plus son attention, on entend bientôt un bruit très faible qui se fait dans sa gorge et dans sa poitrine. Si l'on s'approche plus près et si l'on écoute, on distingue des mots, des phrases. Or, ces mots, ces phrases, l'halluciné prétend que ce sont ses interlocuteurs invisibles qui les prononcent, et c'est en réalité ce qu'elle entend. Pendant qu'elle parle ainsi intérieurement, la bouche est fermée, de sorte qu'il y a bien réellement ici un commencement de ventriloquie. On peut d'ailleurs mieux s'assurer de ce phénomène en priant cette femme d'adresser une question à ses interlocuteurs invisibles. On entend alors une réponse qui se fait dans sa gorge, et sans qu'elle ait conscience que c'est elle qui l'a fait. Il ne saurait, dans tous les cas analogues, y avoir de doute. L'hallucination consiste évidemment à entendre des paroles que les malades prononcent très bas, à leur insu et la bouche fermée, et qui semblent en effet sortir de la poitrine et de l'épigastre. Les aliénés méconnaissent alors leur propre voix, comme on la méconnaît dans les rêves. Alors, cette observation, précisons-le, est une observation d'hallucination purement psychique, qui vise en tant que telle à montrer, contre Esquirol, qu'une hallucination peut avoir lieu en l'absence de toute sensation. Et pourtant, il s'agit clairement d'une hallucination que l'aliéniste peut lui-même entendre dans la gorge de sa patiente, ce qui vient également contredire la définition de l'hallucination comme étant sans objet, tout en entrant en tension avec cette idée de l'hallucination psychique comme étant sans sensation. Cette observation, qui peut paraître pour le moins paradoxale, voire contradictoire, montre en réalité que Baillarger est en train de quitter le cadre posé par Esquirol et d'ouvrir une nouvelle voie au sein de la médecine aliéniste. Il y a une cohérence propre à cette observation. Cela reste une hallucination psychique, car ce qui est à l'origine de celle-ci, ce n'est pas une excitation des organes des sens, l'oreille ne joue aucun rôle dans la genèse de l'hallucination. Ce qui est à l'origine de cette hallucination, ce n'est rien d'autre que la méconnaissance de sa propre voix, comme le dit Baillarger, une méconnaissance qui, elle, est d'origine psychique. Mais ici encore, il importe de ne pas oublier que cette méconnaissance n'est pas une erreur du jugement, ce n'est pas une faute de la raison, c'est un défaut de volonté. La patiente n'a pas conscience que c'est elle qui parle, au sens seulement où sa parole est involontaire. Comme le disait Jouffroy, elle vit comme une chose, c'est une parole qui devient réellement étrangère, extérieure à l'âme de l'aliéné. C'est en ce sens que l'hallucination psychique conduit à l'automatisme de l'intelligence. L'hallucination psychique n'est rien d'autre qu'un automatisme, à la différence par exemple des hallucinations sensorielles et psychosensorielles. Et c'est en ce sens aussi que l'automatisme de l'intelligence explique en retour l'hallucination psychique. Ce qui se révèle ici à travers l'hallucination psychique, c'est finalement l'absence de volonté, comme l'essence non seulement de l'hallucination, mais même de toute maladie mentale. Cependant, cette nouvelle définition de l'hallucination, comme n'étant plus une sensation, mais un pur problème de volonté, de pathologie de la volonté, ne va pas poser problème. Et je terminerai par ces quelques remarques. Comme l'observe Foucault, en fondant la maladie mentale sur l'automatisme de l'intelligence, sur une pathologie de la volonté, Baillarger opère ce que le philosophe appelle une sorte de desserrage épistémologique, où tout un ensemble de conduites, qui jusque-là étaient négligées par l'aliénisme, vont entrer dans la catégorie de maladie mentale. Tout ce qui relève de l'involontaire va rentrer dans la catégorie de la maladie mentale. On peut, de manière analogue et peut-être moins ambitieuse, considérer que Baillarger opère aussi ici un desserrage épistémologique
qui ouvre l'hallucination finalement à tout acte involontaire, à toute expression de l'automatisme de l'intelligence, et donc à tout un ensemble de phénomènes qui n'auraient jamais pu porter le nom de l'hallucination au début du XIXe siècle, et qui vont commencer à être catégorisés comme hallucinations dans cette seconde moitié du XIXe siècle. Sous cet angle, ce que propose Baillarger, ce n'est pas une solution au problème de la perception sans objet. Le problème reste entier. Il va seulement ajouter à ce premier problème un deuxième problème auquel va se confronter la psychiatrie dans la suite de son histoire, celui d'une volonté ou d'une parole involontaire. Voilà. Je vous remercie pour votre patience. Merci beaucoup, Mathieu Frère-Allemand. Voilà. Il faut sortir du coup. Il faut sortir, oui, on va aussi accéder. Je vais arrêter le partage ici. On va sortir ici. Voilà, aux questions éventuelles. Et bien sûr, dans la salle, je vais lancer la discussion. Bon, un grand merci pour cette intervention très riche, très dense, qui nous donne à penser. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est formidable, je trouve, c'est que tu nous donnes à lire le texte des cliniciens. On est dans leur langue, on connaît leur langue, on la retrouve. Ça nous laisse d'ailleurs sans doute un peu rêveur dans la qualité de cette écriture, qu'on aimerait peut-être en partie retrouver. Alors, moi j'avais un certain nombre de questions, bien sûr, peut-être déjà un peu des remarques. Comment s'entrelacent finalement la psychiatrie, l'aliénisme à l'époque et la philosophie? Comment on pourrait la penser d'ailleurs encore aujourd'hui, cet entrelacement, tu cites, on est à une époque quand même où la psychologie n'est pas effectivement une discipline autonome, elle fait partie intégrante de la philosophie. Tu cites donc les grands aliénistes, et Esquirol, Baillarger, tu cites leurs sources du côté de la philosophie. Alors j'avais envie de te demander, on retrouve donc les sources philosophiques de ces aliénistes. Donc tu cites effectivement la Romiguière, bien sûr du côté de l'attention, tu cites Théodore Jouffroy. Est-ce que chez ces philosophes eux-mêmes, on trouve des sources de cliniciens? Est-ce qu'ils s'appuient sur eux-mêmes, sur les cliniciens, pour développer leur théorie? C'était une question que j'avais pour toi, une première question. Peut-être je continue. Est-ce qu'il y a une communauté de pensée finalement entre aliénistes et philosophes à cette époque, en tout cas. Ensuite, tu cites effectivement l'hallucination psychique telle qu'elle est conçue donc par l'élève, par Baillarger, l'élève d'Esquirol. Et puis tu commences par cette définition générale de perception sans objet du côté d'Esquirol, mais qui n'est pas son expression lui-même. Tu dis que ça a été forgé par ses élèves. Alors, ça fait penser sur un petit peu le rôle entre le maître et ses élèves, comment les élèves finalement perpétuent la pensée du maître, on lui donne une forme finalement, et on retient cette forme-là, alors que ce n'était pas les paroles ou la pensée exacte finalement du maître. Donc, je trouve que ça donne, sur un plan un petit peu d'épistémologie plus générale, je trouve dans cette histoire des idées finalement que tu proposes à réfléchir, comment évoluent finalement les idées et comment elles se transmettent d'un auteur à un autre entre le maître et ses élèves. Donc ça, je me demandais aussi comment tu voyais les choses dans le détail. Et puis on entend cet aspect, tu complexifies aussi cette définition, tu donnes à entendre les débats, les aspects conflictuels de la pensée même d'Esquirol. Et d'ailleurs, tu parles même, tu utilises l'adjectif esquirolien, on est esquirolien, il y a quelque chose, qui dit quelque chose sur la pensée complexe d'un auteur comme Esquirol. Il y a une pensée extrêmement riche en fonction donc, des textes et des moments. Alors, je trouve que dans la définition que tu donnes des définitions par Esquirol, il n'y a pas forcément deux temps différents. Les deux définitions que tu donnes sont mélangées. Il n'y a pas un Esquirol premier, un Esquirol second. J'ai l'impression que c'est... comment se fait-il que ça soit mélangé comme ça dans le temps? Voilà, c'était une autre question. Merci beaucoup Yann pour toutes tes questions. Alors, effectivement, pour ce qui est de la relation entre
une erreur qui a été la mienne pendant assez longtemps pourrait être de chercher une forme de fidélité des aliénistes aux philosophes. Les liens sont nombreux. Alors, pour répondre directement à ta question, il y a des emprunts à la philosophie chez les aliénistes. Il y a aussi des philosophes qui se tournent du côté des aliénistes pour essayer de comprendre l'âme par la folie. J'ai parlé ici des relations entre Laromiguère et Esquirol, et Jouffroy et Baillarger. Par exemple, il y aura aussi une relation beaucoup plus proche entre Royer-Collard et Mène de Biran, où vraiment les textes s'entrecroisent, ils se partagent leurs manuscrits, ils se relisent l'un l'autre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces relations sont faites surtout de malentendus. Parce que les questions ne sont pas les mêmes, les problèmes ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et c'est ça que je trouve le plus intéressant. J'ai commencé à bien comprendre, à lire correctement les aliénistes, quand j'ai cessé de chercher chez eux une forme de fidélité à la philosophie. Et je trouve que le cas de Baillarger ici est particulièrement intéressant, parce qu'il va chercher chez des philosophes spiritualistes, des philosophes qui essaient de montrer l'indépendance de l'âme par rapport au corps, seulement le cas où, justement, il y a une chute dans le corps, où l'âme s'absente, c'est-à-dire la folie, le sommeil, il ne reste plus que le corps, comme s'il faisait un usage à rebours, à l'envers des philosophes. Un cas, par exemple, un autre usage assez frappant que fait Baillarger de Jouffroy. Jouffroy est le fondateur d'une psychologie, une psychologie basée sur l'observation de soi. Et Jouffroy dit souvent que pour pouvoir observer l'âme, il faut se détourner des impressions extérieures. Donc il faut s'enfermer, il le dit, dans la solitude, dans l'obscurité, dans le silence, pour permettre à l'âme de se connaître elle-même. Baillarger, lui, fait partie de ces aliénistes qui, au tournant des années 1840, veulent observer la folie de l'intérieur. Lui ne veut pas observer l'âme, mais la folie. Et comme Morotour, je l'avais évoqué, il va passer par le hashish. Le hashish va lui permettre de vivre la folie de l'intérieur. Mais comment est-ce qu'on observe les effets du hashish? Un débat entre Baillarger et Morotour va être une objection faite de Baillarger à Morotour va être de dire qu'on ne peut pas observer correctement les effets du hashish pendant un dîner. Morotour le partageait avec ses amis, avec des collègues, mais aussi avec des artistes, pendant des grands dîners où il y avait des conversations, où il y avait de l'animation. Pour Baillarger, la réponse va être de dire non, on doit faire ce que disent les philosophes. Il faut prendre du hashish dans sa chambre, dans la solitude, dans l'obscurité. Donc il applique à la règle la méthode du philosophe, mais qu'est-ce qu'il va être amené à découvrir de cette manière-là? Absolument pas l'âme, mais la folie dans toute sa matérialité. Le rôle que joue l'épigastre, comment exciter les organes des sens. Donc il s'appuie sur un spiritualiste pour découvrir la matérialité de la folie. C'est vraiment un usage à rebours de la philosophie, inversé de la philosophie, qui déplairait en quelque sorte aux philosophes eux-mêmes. Ce sera le problème entre Royer-Collard et Mène de Biran, qui ne s'entendront pas sur l'usage qu'on doit faire de cette même philosophie, mais qui est passionnante d'un point de vue historique sur ces entrecroisements entre philosophie et médecine. Et pour ce qui était de l'autre question, j'ai oublié. Bien répondu. Oui, le passage de maître à élève, comment les choses se transmettent et se transforment aussi, et avec des idées, enfin, on retient l'idée du maître à partir de ce que les élèves ont construit, ont reconstruit finalement, et ont reçu comme transmission, alors que ce n'était pas les mots ou la pensée exacte du maître. Oui. Et qui est lié à ton autre question, savoir est-ce qu'il y a un premier Esquirol et un deuxième Esquirol. Oui. Et ça, bon, c'est aussi un réflexe qu'on a de philosophe, où quand on a des incohérences dans la pensée d'un philosophe, on le divise selon des périodes. Il y a le premier Wittgenstein, le deuxième Wittgenstein, le troisième Wittgenstein, pour expliquer des décalages théoriques. Mais ce qui est intéressant chez un aliéniste comme Esquirol, c'est que les contradictions se situent dans le même texte. L'hallucination, c'est à la fois une sensation, et lorsqu'il parle de l'hallucination comme ayant lieu dans le cerveau, sans les organes des sens, il semble oublier ce qu'il avait dit quelques paragraphes plus tôt sur sa nature sensorielle. Tout simplement parce que Esquirol, son héritage, ne va pas être un système. Il ne s'agit pas de proposer quelque chose qui serait avant tout logiquement cohérent. Il s'agit avant tout d'introduire de nouvelles manières d'observer les symptômes, de décrire les symptômes, de les prendre en charge par le traitement moral. Et ce qui va faire, à mon avis, le caractère particulièrement fructueux de ses écrits sur les hallucinations, c'est que dans ce nouveau mot d'hallucination, toute la génération après lui va avoir justement une nouvelle manière aussi
de comprendre l'aliénation mentale et de traiter l'aliénation mentale dans son ensemble. Mais évidemment, ils vont se heurter à ce que je disais, au fait que Esquirol propose plusieurs pistes à la fois, différentes manières de la suivre, ce qui fait que des élèves comme François Leray d'un côté ou Baillarger de l'autre ou Moreau semblent suivre, à partir du même point de départ, la définition d'Esquirol, des perspectives qui sont parfois à l'opposé. Merci beaucoup. J'aurais d'autres remarques, mais je vais tendre un peu, ouvrir la discussion, les remarques peut-être en ligne et puis dans la salle. Alors je lis un mot de Soraya Ayouch. Merci beaucoup. On retrouve les représentations et les observations de la psychiatrie classique. Ce que vous dites de la relation entre la sensation et l'hallucination psychique est très intéressant. Quel lien faites-vous entre la parole involontaire et la question de la volonté? Oui. Alors je reviens sur cette parole involontaire, donc parole qui descend, qui n'est plus prononcée par la bouche, mais qui devient un commencement de ventriloquie, hein, cette idée un peu étonnante chez Esquirol. Involontaire, chez Baillarger. Involontaire chez Jouffroy, puis ensuite chez Baillarger, c'est quelque chose aussi où on doit se défaire d'un certain nombre de concepts qui sont ultérieurs, comme le concept de réflexe qui va lié à l'automatisme, mais plus à la fin du XIXe siècle. C'est cette idée encore un peu des écoliers qui, lorsqu'ils ne sont plus gouvernés par la volonté, se mettent à courir dans tous les sens. L'involontaire, chez Baillarger, c'est ce qui obéit aux lois de la nature, au lieu d'obéir à la volonté de l'âme. Donc, cette parole chez ces patients qui est décrite comme une parole dont ils n'ont même pas eux-mêmes conscience, c'est une parole involontaire au sens de quelque chose de mécanique, comme le mouvement, comme les mouvements physiques. Hein, c'est quelque chose de cet ordre-là, qui encore une fois, c'est quelque chose qu'il est difficile de se représenter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a tout un ensemble d'autres concepts pour le dire, comme notamment le concept de réflexe, le concept de pulsion, des choses qui permettent de penser cet involontaire-là. Baillarger ne les a pas encore, et donc il va le chercher, c'est un philosophe, pour penser cette sorte de mouvement mécanique, qui est aussi le mouvement de l'imagination, le mouvement de la parole, lorsque la volonté n'est plus là. Bien, je vois que Soraya, vous êtes en ligne, si vous voulez réagir, n'hésitez pas. Mais les questions s'ouvrent, bien sûr, pour la salle, si vous avez des questions. Clément. Merci beaucoup pour cet exposé. En fait, votre livre aussi, c'est vraiment très intéressant du coup de revoir l'histoire des idées en psychiatrie à travers ce prisme de l'hallucination. Ça n'avait jamais été fait comme ça, de façon aussi détaillée et aussi précise. Et ça permet vraiment de voir à quel point c'est riche et complexe et divers. Et pour revenir sur cette définition un peu classique d'une perception sans objet, la véritable citation, vous l'avez mis, c'est l'objet externe. Et on voit que s'il n'y a pas d'objet externe, il y a sûrement un objet interne par contre, et on a l'impression que ça, c'est un peu méconnu quand même. Et dans tout ce rapport-là, avec les passions qui viennent de l'épigastre, avec cette origine du pharynx, des hallucinations, on a l'impression qu'il y a un retour des aliénistes à la question du corps, mais en même temps, un certain oubli quand même des caractéristiques plus proches, plus spécifiques du psychisme ou du mental. Alors, est-ce que c'est une vision un peu sommaire due à votre exposé, enfin de ce que j'ai compris de votre exposé, ou est-ce que c'est quelque chose que vous partageriez? Ce retour à la matérialité du corps, faute d'une absence de lésion anatomoclinique, qui en fait toujours défaut, mais qu'il faut quand même toujours retrouver, il faut toujours loger dans le corps ce qui se passe quand même dans quelque chose qui est quand même immatériel, qui sont des paroles, des délires, des conceptions. Oui, alors tout à fait, je l'ai évoqué un peu rapidement, mais je m'inscris dans un cadre qui est à la fois celui de Gaucher et Swain, ou d'historiens de la sensibilité comme Vigarello, où on va considérer que le psychisme, ce qu'on appelle le psychisme, qui est cet espace en quelque sorte qui n'est pas celui du corps, où on trouverait les sentiments, les sensations, les idées. Cette idée de psychisme, elle apparaît à la fin du XIXe siècle. Les aliénistes ne reviennent pas à la matérialité, vraiment ils viennent d'une époque où
au début du XIXe siècle, les passions, même la parole intérieure, et on l'a vu, la folie dans son ensemble, ont leur siège dans le corps. Et vous l'avez fait remarquer aussi, ce n'est pas le corps qui est déjà exploré par ce qu'ils appellent l'anatomie pathologique. Les avancées de la physiologie et de l'anatomie sont trop faibles pour s'intéresser à ce corps-là. Donc c'est surtout un corps qui est étudié par d'autres biais, notamment l'observation de son propre corps. Toutes ces questions-là de voix dans l'épigastre, c'est surtout tout simplement l'observation que les patients le sentent dans l'épigastre, les aliénés l'écoutent dans l'épigastre des patients, ou encore par exemple, Baillarger observe que quand il se parle à lui-même, tout ça a lieu dans l'épigastre. Un exemple assez qui, je pense, permet de bien comprendre dans quel type d'imaginaire du corps ils évoluent à cette époque-là. Si on revient à la question des hallucinations sensorielles, justement, où Baillarger se demande, est-ce que, bon, finalement, les organes des sens jouent un rôle dans les hallucinations sensorielles, qui est le débat lancé par Esquirol. Quand Esquirol déplace ça dans le cerveau, encore une fois, il se heurte à l'objection de la plupart de ses collègues, qui est qu'une sensation qui aurait lieu que dans le cerveau est quelque chose de tout à fait étrange. Baillarger veut montrer que les hallucinations sensorielles impliquent le rôle des sens, des yeux, des oreilles, et ainsi de suite, mais il ne peut pas le faire par l'anatomie et la physiologie. Donc comment il le fait? Il remarque que, par exemple, les hallucinations visuelles changent si on appuie sur les yeux, si on déplace le regard, si on manipule les organes des sens au moment où il y a eu les hallucinations. Donc, pas par l'anatomie et la physiologie, par des expériences et des observations autour d'eux. Il va se mettre aussi, par exemple, des fils d'une pile dans les oreilles pour voir si par l'électricité pourrait provoquer des hallucinations, dit-il. Donc on est dans des expériences sur les organes sensoriels, avec voilà, une conception de la folie comme proprement matérielle, mais sans les moyens physiologiques et anatomiques qui seront ceux qui émergeront dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce qui, d'un point de vue historique, en fait une période particulièrement difficile à explorer parce que voilà, tout est différent dans un sens aussi bien l'imaginaire du corps que l'imaginaire médical du corps. Et cette question des passions, quand même, n'était pas une façon de parler du psychisme, c'est-à-dire en tant que tel, qui serait propre, qui serait... Si on entend psychisme, ce qui émerge à la fin du XIXe siècle, au contraire, les passions, ça leur permet de resituer la folie dans le corps, plutôt que dans le cerveau, avec tout ce que ça posait en termes d'incurabilité. D'où ce que je disais tout à l'heure, d'où le malentendu avec les philosophes spiritualistes, qui eux s'intéressent à une âme détachée du corps, qui eux s'intéressent à ce qui est hors du corps, mais qui n'est pas l'image de la folie qu'essayent de défendre les aliénistes à cette époque-là. Et du même coup, quand ils empruntent quelque chose aux philosophes spiritualistes, c'est sûrement pas l'idée d'un psychisme, c'est précisément l'inverse, c'est la disparition de tout psychisme dans la folie, dans un sens. J'ai envie de rebondir, parce que tu commences ton exposé sur finalement Esquirol et les passions, avec ce siège épigastrique, et tu finis avec Baillarger où on redescend sur l'épigastre. Une espèce de boucle où on revient quand même sur le corps et sur cette localisation-là. Je trouve que c'est assez frappant. Quand même, donc c'est un élève d'Esquirol, il lui reste quelque chose aussi de ce qu'il a appris de son maître, mais qui est très, très tôt, enfin, chez Esquirol, sur les passions, c'est très tôt. Donc là, bon, il y a tout un parcours, bien sûr, entre les deux, mais c'est étonnant qu'on revienne sur ce siège-là. Tu l'entends, ça peut faire écho aussi à des théories très contemporaines sur, effectivement, le deuxième cerveau, le système végétatif. Voilà, ça reste quand même une idée très importante de la médecine. Je ne vais pas prononcer, juste effectivement ce retour du deuxième cerveau qui, pour le coup, aujourd'hui est vraiment un retour. C'est quelque chose que je n'ai pas développé, mais à cette époque, il y a non seulement dans la médecine aliéniste, mais dans toute la littérature, cette idée du rôle que peut jouer le cerveau, le ventre dans la pensée. Mais en fait, plutôt qu'un retour de l'épigastre, je pense que ce dont je suis le plus en plus convaincu, c'est que quand Esquirol nous dit dans l'hallucination tout se passe dans le cerveau, en réalité il s'agit plutôt d'une parenthèse dans l'histoire de l'hallucination aliéniste. Et c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que si on lit par exemple Henriet, qui va jouer un rôle très important dans l'écriture que va faire la psychiatrie de sa propre histoire
et de l'histoire de l'hallucination, Henriet, lorsqu'il commente Esquirol, dit clairement l'hallucination, ça a lieu dans le cerveau, donc c'est le psychisme. Parce qu'il pense à partir des modèles, des cadres qui sont celui de son époque, du XXe siècle. En réalité, quand Esquirol dit dans les hallucinations, il y a une sensation qui se passe dans le cerveau, Fauville, Baillarger, Morotour, tous ces élèves vont considérer ça comme ne permettant pas, comme posant davantage de problèmes que cela apporte de solutions, et donc vont tous revenir ou bien aux organes des sens, ou bien à l'épigastre, mais ne vont pas maintenir cette thèse cérébrale, qui, elle, va en revanche faire son retour seulement à la fin du XIXe siècle, avec la localisation de la sensation dans des régions cérébrales et avec des expériences menées autour de ces localisations. Mais donc, non, il s'agit plutôt, en fait, ce qui nous paraît pour nous naturel aujourd'hui, l'hallucination a lieu dans le cerveau. Quand Esquirol l'introduit, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est une évidence pour aucun de ses contemporains, c'est quelque chose qui va tout à fait à contre-courant de la médecine analyse de son époque. Puis quand elle revient dans le cerveau, par exemple, à partir de ces glaces, c'est à partir des aires motrices et non plus des aires sensorielles, c'est-à-dire oui, tout à fait. Ce qui change aussi. Et ça, c'est une époque, mais c'est que là, on est passé par Broca, et donc on est passé par une cartographie du cerveau faite avec des airs. C'est que là, c'est à la fois un héritier de Baillarger. Cette notion de la motricité, je pense qu'il faut la rattacher à cette notion d'un épigastre, d'un effort qui est fait au niveau de l'épigastre. C'est quelqu'un qui va hériter aussi de modèles de l'hallucination, de neurologues italiens, qui, eux, l'expliquent par des régions liées à la sensation, des sensations visuelles, des sensations auditives. Mais effectivement, en même temps, c'est que là, lui, ce qui l'intéresse, c'est la motricité. Question puisque on revenait sur... enfin, on citait Henriet, avec le fameux traité sur les hallucinations, donc à la fois qui participe à une description clinique, enfin, c'est de la matière clinique, et en même temps participe à l'écriture de l'histoire de la psychiatrie, c'est toujours ce double rôle. Comment toi tu l'as lu, comment ça a participé à ton étude, et puis il y a un autre auteur, c'est Lanteri Lora, qui a aussi un essai sur les hallucinations. En 91, c'est un auteur, tu le cites d'ailleurs, Lanteri Lora, ça fait partie de tes références. Comment toi tu t'inscris dans leurs travaux, ou au contraire tu t'en détaches complètement, enfin est-ce qu'il y a des choses à... Parce que pour l'instant, c'est vrai, dans l'histoire des hallucinations, on avait ces deux grands auteurs-là, disons, Henriet et Georges Lanteri Lora, qui étaient d'ailleurs des cliniciens. Et donc, comment leurs travaux d'épistémologie t'ont inspiré, ou au contraire, tu t'en détaches complètement? En ce qui concerne le traité des hallucinations d'Henriet, c'est ce qui m'a permis de sortir de la philosophie, on va dire, et d'entrer dans la psychiatrie. Ce qui m'a... Mon point de départ, c'était vraiment un débat interne à la philosophie. Est-ce qu'on a des hallucinations, ou est-ce qu'on est en train de percevoir la réalité? Et ce que j'ai compris en lisant Henriet, c'est que l'hallucination est un concept psychiatrique, à la fois d'un point de vue historique, mais pour Henriet, ça va au-delà. On ne peut comprendre ce qu'est l'hallucination que si on en comprend la nature pathologique. Qui est la thèse d'Henriet, l'hallucination est pathologique ou n'est pas. Qui est une thèse qui est par ailleurs discutable, mais qui m'a permis, à moi, de retrouver le fil de cette question de l'hallucination et de retrouver son lien à la psychiatrie. En revanche, son écriture de l'histoire de la psychiatrie et de l'hallucination, elle est riche, mais c'est une histoire qui reste très rétrospective. Elle est écrite à partir de sa position au XXe siècle. Et ce que veut absolument montrer Henriet, c'est que l'hallucination est délirante, c'est sa thèse en tant que psychiatre au milieu du XXe siècle. Il n'y a pas de patients qui peuvent avoir d'authentiques hallucinations sans être aussi en train de délirer. Et il essaie de montrer comment le XIXe siècle a peu à peu occulté le délire en définissant l'hallucination comme une perception sans objet, en faisant une simple sensation. À mon avis, c'est un angle qui est intéressant, mais qui pose un certain nombre de problèmes, puisque notamment il fait de Esquirol celui qui avait fait de l'hallucination un délire, alors qu'en réalité dans les textes ça ne colle pas tellement. Mais voilà. Merci. Alors, et peut-être pour finir sur ces grands auteurs, tu cites plusieurs fois Michel Foucault,
ces thèses, et je trouve qu'à la fois tu reprends certaines choses son approche de l'histoire de la psychiatrie, en même temps tu t'en détaches aussi beaucoup, parce que tu rends quand même, enfin hommage en tout cas, tu rends à Esquirol ce qu'il a pu apporter aussi, et comment leur positionnement, leur finesse d'approche quand même, et leur pensée complexe, amène un regard aussi différencié, dont on peut s'inspirer encore aujourd'hui d'ailleurs, pour continuer à penser ce que c'est qu'une hallucination et comment on peut l'approcher, la penser même en tant que clinicien, au-delà d'approches foucaliennes peut-être un peu réductrices, il s'agirait comme ça d'enfermer le patient, essayer de le mettre dans une case, et on va simplifier largement, mais en tout cas je trouve qu'on entend que sur ces auteurs aliénistes, ils développent une véritable pensée, avec lesquels on peut ne pas être d'accord, mais qui enrichissent quand même l'approche des patients pour essayer de comprendre ce qui se passe pour eux. Et à un moment donné, tu le dis dans ton texte, bien saisir cette étrangeté pour pouvoir mieux la comprendre, finalement. Hein, et non pas les enfermer et en faire des êtres déraisonnables. Donc il y a presque des tendances ou des thèses presque anti-foucaliennes, je trouve, dans ton... parfois, peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, c'est assez nuancé, cette approche. Oui, tout à fait. En tout cas, je pense qu'il faut décorréler, pour situer un peu les choses. La thèse de Foucault, dans les anormaux, n'est pas simplement qu'il y a un moment de bascule dans les années 1840, mais que, en faisant de la maladie mentale un problème de volonté, pour Foucault, on va pouvoir étendre l'étendue de la maladie mentale et par là même le pouvoir psychiatrique lui-même, parce que c'est effectivement ça qui joue derrière. Et l'idée que donc, tout un ensemble de comportements, et notamment des comportements sexuels, vont pouvoir être pathologisés. C'est ça qui, selon Foucault, se joue dans cette période clé, la naissance de la psychiatrie comme pouvant faire entrer tout un ensemble de conduites involontaires dans le cadre de la maladie mentale. Des thèses elles-mêmes très contestées, par exemple. Hein? Des thèses elles-mêmes très contestées, mais vas-y. Mais moi, ce que je retiens... Alors, en fait, quand je discute Foucault ici, je discute plus sur la lecture qu'il a de tels moments dans l'histoire de la psychiatrie, que sur la question du pouvoir psychiatrique lui-même. Parce qu'au fond, cette question du pouvoir psychiatrique est une question presque plus, on va dire, philosophique qu'historique. Dire que un aliéniste va pathologiser ou va dépathologiser certaines conduites n'est pas nécessairement incohérent ou cohérent avec la question du pouvoir psychiatrique. Par exemple, on pourrait tout à fait... Morotour, qui va utiliser le hashish pour se mettre à la place de ses patients, donc pour mettre en place une forme de compréhension de ses patients, Foucault, ça ne contredit absolument pas cette thèse du pouvoir psychiatrique, il s'agit d'une manière encore de prendre le pouvoir de l'expérience du patient, de faire de l'expérience du pouvoir, de l'expérience du patient un objet de la connaissance psychiatrique. Donc, je pense qu'il y a deux questions distinctes. Il y a la question du pouvoir psychiatrique, qui en fait n'est pas mon objet. Je suis ni foucaldien, ni anti-foucaldien, je suis a-foucaldien. Ce n'est pas mon objet en tant que tel. Tu ne fais pas sans lui quand même. Et puis après, oui. Et puis après, il y a son histoire de la psychiatrie, qui a des intuitions intéressantes, notamment sur des moments de rupture, mais qui demande aussi d'être travaillée, parce que, par exemple, voilà, l'image qu'il donne d'Esquirol dans la première partie du 19e siècle, premier tiers du 19e siècle, ne me paraît pas collé au texte. Peut-être parce que toi, ton objet, c'est vraiment comment se construit le savoir, c'est vraiment une approche épistémologique, peut-être. Oui, c'est ça tout à fait. Différent d'une approche plus foucalienne. Mais qui, ce qu'on fait là, n'est pas ni une défense, ni une attaque de savoir, mais en tout cas, effectivement, par contre, c'est déjà considéré qu'il y a un savoir qui est en construction. De ce point de vue-là, et le reconnaître comme tel, oui. Et le reconnaître comme tel, ça c'est tout à fait juste. Très bien. Est-ce qu'il y a des... en ligne, je crois. Est-ce qu'en ligne, vous avez d'autres questions? Très bien. Je crois qu'il y a une question en salle, oui. Revenir sur l'utilisation du terme visionnaire. Oui. Parce que le terme visionnaire s'inscrit dans une longue tradition poétique, par exemple, où le visionnaire a un sens assez différent de celui
qui est employé par les auteurs que vous venez de citer, il s'agit d'une action volontaire, quasiment mécanique, d'un don de double vue qui va aller au-delà de l'apparence. Quelques décennies plus tard, on avait du voyeur Rimbaud. Et est-ce que ces aliénistes s'intéressent à la poésie, à cette tradition-là? Et comment est-ce qu'ils sont arrivés à utiliser dans une acception totalement différente, un terme très ancien, qui est celui de visionnaire? Alors c'est une bonne question, c'est une question difficile. Pour ce qui est de l'usage du terme lui-même, finalement, ils s'inscrivent encore une fois dans une tradition où le mot visionnaire a déjà pris un sens péjoratif. Dès le XVIIe siècle, le visionnaire, dans certaines pièces de théâtre, dans la littérature médicale, on le retrouve un peu partout comme cette folie d'imagination, comme celui qui est pris piégé par ses propres chimères et ce genre de choses. Et quand les aliénistes, au tout début du XIXe siècle, parlent de visionnaire, il n'y a pas de doute sur le sens péjoratif Il y a, en revanche, pour ce qui est de la question à la fois de ce qui n'est pas un visionnaire, mais de ce qui est des visions authentiques, de ce qui est l'expérience mystique d'un côté, et aussi de ce qui va être les images qu'ont les artistes, et notamment les peintres, qui est quelque chose qui va faire débat assez tôt, dès les années 1840-1850. Les aliénistes ont un rapport qui est complexe et ambivalent. Dans certains cas, c'est assez clair. Il y a des aliénistes catholiques comme Brière de Boismont qui vont essayer de montrer qu'il faut mettre d'un côté les visions mystiques, de l'autre côté les hallucinations. Mais quelqu'un comme Baillarger, par exemple, qui, dans la citation finale, dit qui croit en l'âme, qui croit en Dieu, donc qui a l'air plutôt de faire une profession de foi catholique comme Brière de Boismont, il s'appuie beaucoup sur les mystiques. Par exemple, il s'appuie parfois sur les écrits, sur les lettres sur l'oraison de Saint Jean de la Croix, mais pour décrire des mécanismes qui sont pathologiques. Au point où parfois certains éditeurs de journaux sont obligés de mettre des notes de bas de page, assurant que Baillarger ne présente que ses propres opinions, que bien évidemment il y a un Dieu, il y a une âme et ce genre de choses. Donc c'est assez complexe, c'est assez difficile de comprendre comment Baillarger peut à la fois faire une profession de foi où il affirme à l'existence de Dieu et de l'âme, et de l'autre pathologiser toute la tradition des mystiques sans hésiter. Voilà. Donc c'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment encore réponse. Merci. Question? Oui. Peut-être, moi j'étais curieux de voir s'il y avait un lien entre quand vous parliez d'automatisme de l'intelligence avec le concept d'automatisme mental. Oui. Ça s'inscrivait justement là-dedans. Tout à fait, absolument. Si on considère que l'automatisme de l'intelligence marque un moment de rupture dans l'histoire de la psychiatrie, c'est parce qu'il annonce ce concept d'automatisme mental qui va devenir central. Et de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, c'est que dans l'automatisme mental, on va être effectivement, tu l'as dit, plutôt à l'époque de Clérambault, mais qu'est-ce qui sépare l'automatisme de l'intelligence de l'automatisme mental? C'est que ce terme d'intelligence, en fait, il renvoie à un philosophe, un Jouffroy, et à l'idée de capacité intellectuelle qui ne sont plus dominées par la volonté. Le terme de mental, on est justement à une époque où il va y avoir quelque chose qu'on va appeler le psychisme, et l'automatisme mental devient quelque chose qui va commencer à être pensé et décrit indépendamment d'un fonctionnement organique. Alors que chez Baillarger, l'automatisme de l'intelligence, c'est encore ces facultés qui chutent, qui deviennent matérielles. Quelque chose d'assez curieux et assez difficile de comprendre rétrospectivement. Mais c'est le point de départ de la question de l'automatisme dans l'histoire de la psychiatrie. Merci. Peut-être une dernière question. Une petite dernière sur le changement de titre, j'y reviens, je vais commencer par ça. Donc tu évoquais la parole sans sujet, puis finalement des paroles involontaires. Quand tu avais employé au départ cette parole sans sujet, c'était un petit peu anachronique parce que la question du sujet existe à cette époque-là, c'est défini comme ça, ou c'était aussi par opposition, j'imagine, entre objet et sujet, opposition classique. Donc je comprends pourquoi tu en es venu à la parole involontaire, parce qu'il y a une théorie de la volonté derrière. Mais au départ, une parole sans sujet,
Est-ce qu'il y a du sujet? Est-ce qu'il n'y a plus de sujet? Effectivement, non, c'est un anachronisme voulu, parce qu'en fait, au départ, ce qui m'intéressait de faire, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des conflits entre des modèles d'hallucination comme perception sans objet et ce qu'on appelle plutôt une parole sans sujet ou une action sans sujet. On le retrouve, cette idée de parole sans sujet ou d'action sans sujet, on le retrouve dans certains modèles cognitifs. J'ai repris l'expression en fait à Nicolas Georgiev, qui parle dans la schizophrénie, ce qu'on a, ce ne sont pas des perceptions sans objet, ce sont des actions sans sujet, des problèmes de reconnaissance de certaines actions motrices. Mais on le retrouve aussi sous d'autres formes, en phénoménologie, enfin en psychiatrie phénoménologique, en psychanalyse, cette idée que halluciner, c'est avant tout un sujet qui cesse de se reconnaître lui-même comme sujet dans ses hallucinations. Et tout comme la perception sans objet, on la retrouve dans des modèles davantage, comme par exemple du syndrome de Charbonnet, des modèles neuroscientifiques, avec plutôt cette fois l'idée de l'apparition d'une sensation en l'absence d'un objet externe. Mon idée était de voir ce conflit qui existe au corps aujourd'hui entre deux modèles, de revenir à leur source, à leur origine. Puis finalement, je me suis dit plutôt que l'anachronisme volontaire, valait peut-être mieux revenir au vocabulaire, parce que finalement l'écart est tel que ce retour à l'origine paraissait avoir de moins en moins de sens. Très bien, bah, écoutez, voilà pour l'histoire des hallucinations. Si vous voulez en connaître plus sur la... Oui. Il y a un domaine aujourd'hui au niveau hallucination qui a une grande fortune, c'est celui de l'intelligence artificielle, puisqu'on décrit les aberrations sont appelées hallucinations. Là, on n'est pas dans le domaine de la perception avec ces objets, on est dans une pure... quelque chose qui relève de l'erreur factuelle, quasiment, comme une source, c'est le mot hallucination qui s'est imposé. Oui, c'est quoi. Et je me suis pas lancé, mais ça m'a beaucoup frappé, effectivement, que dans l'histoire du mot, on ait choisi celui d'hallucination plutôt que simplement d'erreur, ou même d'illusion, pour parler de ces fausses informations qui sont générées. Avec, je pense, effectivement, quelque chose qui participe à l'anthropomorphisation un petit peu de cette intelligence artificielle. Halluciner, c'est déjà davantage que se tromper ou s'illusionner. Bon voilà, et donc pour ça c'était pour l'histoire des hallucinations. Si vous voulez en savoir plus sur la philosophie des hallucinations, il faut acheter le livre de Mathieu Frère-Jouan. Voilà. Merci beaucoup encore, Mathieu.